pour la réponse aux questions. Nous allons passer la main à Olivier Devalder, donc, qui est bactériologiste et qui va nous parler des avancées en bactériologie pour la détection rapide du sepsis. À toi, Olivier. Merci, cher Arnaud. Donc, merci de m'avoir convié à cette histoire pour vous parler d'innovation en bactériologie. Et j'ai intitulé le topo 1884 ou 2023. Telle est la question. J'ai quelques conflits d'intérêts, notamment des projets de recherche avec Biomérieux, des frais de consultant avec BD et pas mal d'évaluations de réactifs sans financement externe. Alors finalement, les attentes des réanimateurs au cours de ces dernières années, elles n'ont pas beaucoup bougé des microbiologistes, puisque finalement, c'est diagnostiquer ou détecter une infection, c'est détecter la résistance ou le succès microbiologique, c'est détecter un ou des facteurs de virulence, c'est affirmer ou réfuter un lien épidémiologique. La seule évolution qu'on a connue, c'est que la temporalité et la facilité d'obtention de ces informations n'est plus la même, avec ce fameux concept de la microbio dans le bon tempo, c'est-à-dire efficiente pour la filière de soins du malade, avec une réduction de l'échelle de temps de quelques minutes à quelques jours. Alors, les outils du présent, on en a connu pas mal de révolutions. Ça a été la spectrométrie de masse qui permet l'identification et un gain de 24 heures. Ça a été des laboratoires de microbiologie ouverts 24 heures sur 24 qui ensemencent les prélèvements précieux, tels les LCR, qui font des grammes sur les flacons d'hémoculture positifs et qui subculturent ces derniers. Ça a été l'automatisation de la microbio avec le concept d'un ensemencement et d'une incubation en continu avec plus vite c'est ensemencé, plus vite on a des colonies isolées, plus vite on obtient un résultat. Et maintenant, on a des outils d'intelligence artificielle pour la lecture des boîtes. Et puis, c'est les tests rapides de détection de la résistance, SARM, BLSE, carbapénémase. Bon, ça, c'est les outils du présent. Dans les outils en cours d'implémentation, pour lesquels on a besoin des réanimateurs souvent pour les implémenter, ça a été les PCR rapides en moins de 2 heures pour le diagnostic de Covid, grippe, VRS, bientôt streptoa, Clostridium difficile et peut-être des paramètres plus larges. Ça a été l'avènement des PCR syndromiques qui permettent d'identifier et de diagnostiquer certains gènes de résistance. Ça marche très bien dans le LCR, dans les prélèvements respiratoires bas, les hauts, les hémocultures. C'est efficient pour la plupart. Ça reste très coûteux. Et puis, on commence à voir apparaître des outils d'antibiogramme accélérés, c'est-à-dire à partir des flacons d'hémoculture positive pour avoir des résultats en 4 ou plutôt 8 heures, avec soit des CMI, soit des catégorisations. Le problème, c'est que ça a un coût sans aucune valorisation complémentaire. Le futur très proche, ça va être des outils de séquençage direct sur prélèvement, une sorte de super syndromique en 48-72 heures, bactéries, virus, parasites, gènes de résistance. Ça va être de l'intelligence artificielle avec ces fameux logiciels d'antibiogouvernance qui vont permettre de fournir une information à chaque étape du diagnostic, y compris lors du dosage antibiotique. Ça va être des outils de protéomique qui vont permettre de prédire la résistance à partir du spectre Malditov d'identification, des nouveaux outils de protéomique, identification, virulence, détection des protéines de résistance. C'est des méthodes cell-free DNA avec sans hémoculture, directement à partir du tube de sang, notamment pour les endocardites à hémoculture négative ou les neutropénies fébriles. Et puis on commence à avoir des outils un peu d'électrochimie ou de composés volatiles directement dans les flacons d'hémoculture. Alors, ce qu'on a fait à Lyon, par exemple, c'est les évolutions qu'on a connues. Sur le LCR, avant, c'était culture d'un côté et des PCR 5 jours sur 7. 2017-2021, on a rendu les tests moléculaires syndromiques accessibles aux urgences et aux réanimateurs. Et c'est finalement les autres services de soins qui ont plaidé pour les rendre accessibles à tous. Donc, tests moléculaires pour tous, associés à la culture, puis des PCR spécialisés, si besoin, 5 jours sur 7. Pareil pour les prélèvements bronchopulmonaires. Avant, on avait la culture d'un côté, les PCR spécialisés de l'autre. On est passé à l'implémentation des tests moléculaires et donc on a toujours la culture associée, mais ça a permis un ajustement précoce de l'antibiothérapie, d'éviter des antibiothérapies. Malheureusement, il y a des trous de panel, c'est pas bien adapté pour le patient immunodéprimé. Pour les urines, ça arrive très bientôt, puisque pour l'instant, on est sur un process totalement automatisé, avec de l'intégration de l'IA qui prend en compte des données cliniques, des données démographiques, des données cytologiques et des données microbiologiques. Mais on voit qu'on va avoir des outils de PCR syndromique pour le diagnostic, notamment des pyélonéphrite aiguë avec ces gènes de résistance, et pour les urgentistes, notamment les cystites, avec des outils qui semblent revendiquer un diagnostic en 30 minutes. Donc, ça va être une nouvelle évolution. Enfin, sur les hémocultures, le premier prérequis, c'est une plateforme 24/24 avec un transport des échantillons 24/24 et puis les outils d'idente de détection des marqueurs de résistance précoce sont maintenant relativement communs. Malheureusement, ils sont élevés et on a besoin d'avoir du soutien pour pouvoir les implémenter puisque la valeur médicale semble être élevée. La question sur les antibiogrammes rapides qui va nécessiter des études avec des microbiologistes et des réanimateurs, bien entendu, parce que le coût reste très élevé.
En conclusion, finalement, 1884 ou 2023, pourquoi ? 1884, c'est l'invention de la coloration de Gram. Ensuite, on a 1822-2022, c'est le bicentenaire de Pasteur avec ses cultures de bactéries qui prennent une incubation durant la nuit, donc c'est lent. Et finalement, en 2023, on est passé à la génération S comme génération syndromique. Et donc, ces outils sont disponibles, ont une valeur médicale, fonction bien entendu de la filière du patient, qui est clairement démontrée pour tout ce qui est MALDI-TOF, automatisation, test syndromique LCR, RESPI-BA, plus ou moins démontré sur les hémocultures et les RESPI-O. Pareil pour les logiciels d'antibiogouvernance, ça commence à apparaître et ça reste à démontrer pour tout ce qui est outils d'antibiogramme rapide ou de séquençage. Dans tous les cas, pour pouvoir implémenter, on a besoin d'une association synergique entre microbiologistes et réanimateurs face aux coûts et pour pouvoir argumenter cela face à nos administrations. Et enfin, l'autre prérequis, c'est d'avoir une plateforme de microbiologie qui soit accessible 24/24 pour pouvoir effectuer cette microbio dans le bon tempo. Voilà, je tenais à remercier plein de personnes, l'équipe de microbio, bien entendu, le collège de réanimation du CHU de Lyon, les urgentistes, l'infectiologie, le PAM de biologie qui a accepté de prendre le risque de financement, et puis des collègues qui m'ont fait quelques suggestions intéressantes. Merci. Merci beaucoup, Olivier, pour cette présentation foisonnante. Effectivement, il y a beaucoup de progrès qui ont eu lieu. On les a expérimentés avec la période Covid. Donc, plein de matériel, plein de possibilités. Bon, soyons clairs, tout le monde n'a pas la chance de travailler aux Hospices civils de Lyon avec un centre centralisé de bactériologie ouvert 24 heures sur 24 avec les dernières technologies disponibles et la possibilité de répondre à mes atermoiements quand je tombe sur un antibiogramme que je ne comprends pas. Je passe un coup de fil et j'ai droit à une petite leçon très, très enrichissante que je prends toujours avec beaucoup de plaisir sur oui, mais pourquoi de la génotypie et de la phénotypie du germe. Dis-moi, quel est l'équipement minimal dont j'ai besoin pour faire tourner un service de réanimation associé à un laboratoire efficient? Merci pour cette bonne question. Effectivement, pour moi, le début, c'est déjà d'avoir un laboratoire de microbiologie qui soit accessible 24/24. C'est ce qu'on doit attendre en CHG comme en CHU pour pouvoir déjà fournir le premier niveau de service, c'est-à-dire au moins les colorations de grammes sur tous les hémocultures positives et puis, bien entendu, tout ce qui est LCR, voire prélèvement respiratoire. Mais c'est le premier niveau pour pouvoir incuber le plus rapidement possible ces flacons et pour pouvoir fournir ce niveau de service qui permet de déclencher l'ajustement thérapeutique pour vos malades. Après, bien entendu, le mieux, ça serait de pouvoir faire ces tests syndromiques. Pour les LCR, c'est clairement démontré, la valeur médicale, c'est une réduction des antibiothérapies empiriques, c'est une réduction du traitement antiviral, c'est une réduction de la durée d'hospitalisation. Pour les prélèvements respiratoires bas, des fois, ça évite l'introduction de l'antibiothérapie, ou ça permet d'accroître le spectre ou au contraire de le décroître. Là aussi, c'est démontré. Pour l'hémoculture positive, là encore, c'est l'ajustement. Et cet ajustement va être d'autant plus critique dans les années à venir que l'écologie change. L'écologie, la résistance au traitement empirique évolue et fait que ce traitement empirique a maintenant une probabilité de plus en plus élevée d'être un échec. 12% des Escherichia coli, des hémocultures des Hospices civils de Lyon sont résistants aux céphalosporines de troisième génération. Traitement empirique mis en place dans beaucoup de cas quand même. Donc l'enjeu du diagnostic est un enjeu important et donc voilà, c'est ce que collectivement, réanimateurs, microbiologistes, urgentistes, on doit construire, c'est-à-dire plaider pour avoir accès à ce niveau de prestation. Bon, tu nous fais toujours rêver là. Donc déjà, tu n'arrives pas à t'équiper parce que l'administration trouve que ça coûte trop cher. Il te faut plus de laborantins pour travailler, pour techniquer, etc. etc. Et j'ai l'impression que toutes ces analyses vont me coûter une fortune. Est-ce que je me trompe? Alors, le coût, il n'est pas négligeable, effectivement. Outre le coût humain qui est présent, effectivement, tous ces tests moléculaires ont un coût, ouais, c'est au moins une centaine d'euros chacun. Après, c'est la juste prescription. Et ce que l'on vit en continu, finalement, c'est globalement, par exemple, sur les tests respiratoires bas, les réanimateurs l'utilisent plutôt à bon escient. Ça se construit avec vous. C'est tous les échanges qu'on a eus. Il y a un apprentissage nécessaire à l'utilisation de ces tests. Mais finalement, on arrive quand même à limiter le surcoût et surtout à dégager le maximum de bénéfices, car plus vite on met une antibiothérapie adaptée, théoriquement, et ça commence à être démontré,
plus vite, l'efficacité thérapeutique apparaît et donc on a des durées d'hospitalisation réduites et une journée de réanimation. Il me semble, chers amis réanimateurs, que ça coûte très 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 cher. Moi, j'avais une question donc, sur les PCR syndromiques, sur le LCR, sur l'hémoculture. On a en général un germe, donc on sait que c'est celui-là qu'on doit cibler. Sur les PCR respiratoires, on a souvent plusieurs germes. Alors, qu'est-ce qu'on fait en pratique devant tous ces germes ? C'est une très bonne question. Effectivement, les prélèvements respiratoires, notamment LBA ou aspiration trachéobronchique, sont très fréquents. Et jusqu'à présent, on se contentait de la culture avec ces seuils établis entre autres fin des années 90 par Jean-Jacques Rouby, Brun-Buisson, ainsi de suite. Ces seuils de diagnostic en dessous duquel on disait on a une flore commensale. Très bien. Il y a aussi toute la cuisine lors de la réalisation d'un LBA qui est faite au service de réanimation, plus ou moins dilué, etc. Et puis nous, il y a la cuisine de laboratoire qu'on fait, c'est-à-dire des examens qui ne sont quand même pas d'une grande reproductibilité. Finalement, ces tests moléculaires mettent en évidence un certain nombre de pathogènes. Et face à un tableau clinique et ou radiologique montrant une pneumopathie et un test moléculaire positif, si une culture est négative, pour peu qu'il y ait une pichenette d'antibiotiques, ben voilà, on en est. Donc finalement, ça contribue, ces tests, à améliorer le diagnostic, mais bien entendu, il ne faut pas faire ces tests chez tous les patients, il faut qu'il y ait toujours un point de départ clinique, telle est ma conviction. Mais je crois qu'autour de cette table, on est tous convaincus par ça, c'est-à-dire que toujours partir de la clinique pour prescrire le bon test pour le bon patient. Et moi, ma mission, c'est de fournir la microbio dans le bon tempo, c'est-à-dire une microbio qui va pouvoir impacter la prise en charge de vos malades avec ajuster l'antibiothérapie ou justement ne pas l'introduire. J'ai aussi, c'est plus une remarque, mais c'est qu'on s'évertue à essayer de faire un diagnostic rapide du sepsis. Et finalement, si on perd du temps au moment de la microbiologie, c'est vraiment, c'est un peu dommage, quoi, d'essayer de se mettre très en amont pour faire le diagnostic très rapidement, et puis après, perdre du temps sur l'initiation de l'antibiothérapie, sur une antibiothérapie qui peut être inadaptée. Chaque étape prend du temps. Pour ce qui me concerne, le transport de l'échantillon du service de soins au premier laboratoire, ensuite les outils, etc. À chaque fois, on peut grappiller du temps pour gagner justement de l'efficience. Et probablement que grâce aux outils que tu as présentés, identifier précocement les patients en risque de sepsis vont permettre d'utiliser ces outils plus chers chez ceux-là, donc les identifier. Peut-être que sur les 60% de faux positifs, ok, il y aura 60% dans ce que tu as montré, mais ça représente moins de patients que pour le moment. C'est tous les patients pratiquement qui vont avoir une biologie à peu près standardisée. Si on arrive, grâce à ces algorithmes, à réduire le nombre de patients et à mettre ces tests innovants sur ces patients qui ont une haute probabilité de sepsis, on va améliorer le diagnostic, donc la thérapeutique, et on espère le pronostic des pathologies. Ça donne quand même, on voit quand même que cette microbiologie lente, c'est la microbiologie du passé. Elle restera toujours des aspects lents, mais on voit qu'on commence à avoir des outils pour revenir en quelque sorte dans le tempo du soin et de la prise en charge des veaux malades. Et finalement, le réanimateur qui était laissé à lui-même pour prendre des décisions, une coloration de grammes, c'est bien. Il prend la décision de mettre telle antibiothérapie en fonction d'une coloration de grammes. Maintenant, il y a quand même moyen de faire mieux. Et donc, il faut rendre accessibles probablement ces tests pour vos patients et pour vous aider lorsque vous engagez votre responsabilité. Eh bien, merci beaucoup, Olivier. Alors, j'ai des questions qui viennent sur le chat, mais qui sont en rapport avec les présentations précédentes. On me demande si la dynamique de la PCT et l'arrêt de l'antibiothérapie, c'est quelque chose d'imaginable. On y a déjà répondu, mais je recommence. Oui, c'est imaginable, mais finalement, on ne le fait pas. Et que dans le papier Princeps de Lila Boadma, cette association existait pour 50% des patients. Les 50 autres pourcents, en fait, sortaient du protocole et ne suivaient pas le protocole d'arrêt, suivant la décision du clinicien qui s'en occupait. Donc voilà la réponse. Ce qu'on nous retoque souvent aussi, c'est que la PCT, ça a un coût, que on ne sait pas. Pour l'arrêter, l'antibiothérapie, il faut la faire plusieurs fois.
Et donc, finalement, ce coût se dilue un peu dans faire finalement un jour, 24, peut-être 48 heures de plus d'antibiothérapie. Après, donc, normalement, si on veut vraiment être stricto sensu dans ces protocoles, c'est effectivement toutes les 48 heures. Donc, ça fait effectivement 18 € toutes les 48 heures juste pour une PCT. Dans l'étude, on a quand même une réduction de 3 jours d'antibiothérapie, donc qui n'est pas négligeable aussi pour les patients, pour l'écologie du patient et du service de réanimation. Mais effectivement, l'adhésion à ces protocoles sont très difficiles et il faut s'astreindre. C'est vrai que ça dépend du clinicien. Il y a un clinicien qui va dire moi je la fais et celui 48 heures plus tard va dire non moi je la fais pas. Et c'est toute la limite de ce protocole. Et puis 5 jours d'antibiothérapie pour une pneumopathie, c'est difficile de faire plusieurs PCT pour arrêter. Bon, en tout cas, j'espère qu'on a bien répondu à ta question, Alexandre. Et c'est pas la peine de m'envoyer des références en allemand, je ne sais pas les lire.